Donc merci beaucoup pour cette invitation, et je disais effectivement que ça me donne cette occasion de visiter ce campus que je ne connaissais pas, et comme on travaille en ce moment sur les campus de la Sorbonne, voilà, c'est une façon aussi de réfléchir sur le devenir des campus universitaires en France. Alors je suis donc sociologue, effectivement sociologue des sciences. Je dirige par ailleurs le groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne. Donc c'est un laboratoire mixte, une unité mixte du CNRS et de Sorbonne Université. Et par ailleurs, juste pour vous donner un petit background, une information de background qui vous permettra aussi peut-être de saisir la façon dont j'analyse ces résultats d'enquête. J'ai travaillé en tant qu'expatrié comme directeur adjoint d'une unité internationale du CNRS à Los Angeles et à Washington pendant quelques années. Et je suis revenu en France en 2019, juste avant la crise Covid, ce qui était plutôt une bonne idée, puisque le système de santé américain est défaillant sur un certain nombre de plans. Et donc c'est précisément pendant cette période Covid qu'on a élaboré ce travail d'enquête dont je vais parler. Alors, voilà, comme ça c'est mieux. D'accord, c'est une question de... Oui, d'accord, c'est pour le Zoom. Voilà, donc ce dont je vais vous parler ici, c'est cette enquête, donc la 8e édition d'une enquête nationale consacrée donc, à l'étude de l'image publique des sciences et des techniques, ou l'étude des attitudes des Français à l'égard des sciences et des techniques. Donc j'ai travaillé sur cette enquête avec deux collègues qui sont nommés ici. Martin Bauer, peut-être que vous connaissez, qui était à la London School of Economics. Et Martin a été un des anciens éditeurs, chief editor de le Public Understanding of Science, donc la revue phare sur cette question des images, de l'image publique des sciences. Oui, je précise par ailleurs que je suis co-directeur de la revue française de sociologie, ce qui explique aussi un certain nombre d'autres choses. Et j'ai travaillé également avec Pauline Hervois, qui est une jeune chercheuse de l'Université de Lorraine. Le tout a été financé en partie par l'Université de Lorraine, la London School of Economics et le GEMAS. Tout est accessible en ligne. Ici, vous avez le lien qui vous permet d'accéder à la fois au questionnaire, au rapport de recherche et la brochure qu'on utilise pour faire un petit peu de communication sur cette étude. Les résultats de l'enquête ont été présents. Je reviendrai sur la diffusion de l'enquête, puisque ça a été à la fois surprenant et instructif par certains aspects. On a rendu public les résultats de cette enquête en novembre 2021 à l'occasion d'une grande conférence sur la culture scientifique Science and You à Metz. Et donc il y a eu tout un travail de communication autour de cette enquête. Alors, ce que je voudrais faire, c'est 4 choses, peut-être 5, mais on verra si on a le temps. 4 choses, commencer déjà par revenir sur ce qu'il faut entendre par image publique. Est-ce que l'image publique des sciences et en quoi, finalement, cet objet est un objet intéressant pour les sciences sociales? C'est intéressant pour les sociologues, mais pas seulement pour les sociologues. Donc, du coup, quel est l'intérêt de ce type de travaux? Ensuite, je reviendrai sur l'origine de ce domaine de recherche, puisque c'est un domaine de recherche à part entière. L'origine et également un petit peu les grandes lignes directrices en termes de cadre d'analyse pour les différentes approches qui ont été développées maintenant depuis quand même quelques années. Et puis, dans un troisième temps, je viendrai sur l'origine de la série française, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une enquête en fait, qui en est à sa 8e édition, ce qui veut dire qu'en fait cette enquête a été ouverte dans un format particulier dans les années 70, et donc c'est une enquête récurrente, et je reviendrai un petit peu sur l'origine de cette enquête et un petit peu ses transformations, ses évolutions maintenant depuis 50 ans. Ce qui veut dire qu'on a, avec cette enquête, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a 50 ans de recul sur l'évolution de l'image publique et 50 ans de recul sur un ensemble de données finalement qu'on peut mobiliser, notamment pour produire des formes d'analyse longitudinale sur des durées relativement longues maintenant. Donc mon troisième point, ça sera sur cette série française. Et puis un quatrième point, je viendrai sur la dernière enquête, l'enquête 2021, pour laquelle j'essaierai un petit peu de vous présenter quelques grands résultats. À la fois du point de vue de ce qui est stable, de ce qui évolue, un certain nombre de points critiques qui sont assez intéressants, et j'en reviendrai également sur des façons de problématiser ces enquêtes d'un point de vue sociologique. Donc le premier point, ça sera tout d'abord donc quel objet, quel intérêt, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle de l'image publique des sciences, et donc on va peut-être ici faire le lien avec des choses qui vous sont familières, même si Piaget n'a pas étudié à ma connaissance tout à fait ce pan, n'a pas investi totalement cette question des représentations des sciences.
je sais qu'il y a des articulations qui sont assez fortes autour de ces notions de représentation. Et donc derrière l'image publique des sciences, qu'est-ce qu'on met? On met généralement tout ce qui relève des représentations, des attitudes et des opinions qui vont définir ou contribuer à définir le lien qu'entretiennent les Français dans le cas présent, mais ça pourrait être n'importe quelle population. En réalité, toutes ces enquêtes sont faites à un niveau international. Donc représentation, attitudes et opinions qui vont nourrir ce lien qu'entretiennent les Français avec la recherche scientifique et l'innovation technologique. Alors ces représentations, ces attitudes et ces opinions, on les étudie bien entendu pour la population française, saisie à partir de différents panels, mais on fait le même travail, il faut le dire, j'insiste sur ce point, on fait le même travail pour l'image des sciences chez les scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que je suis sociologue des sciences et l'une de mes enquêtes actuellement est précisément de travailler sur l'influence de la période Covid sur l'éthique de recherche, l'intégrité scientifique, et on fait le même travail de questionnaire, mais simplement il est ciblé sur les établissements de recherche, sur le personnel scientifique, et on fait le même type d'analyse en termes de questionnaire et de traitement de questionnaire. Donc au final, on peut le déplacer sur plein de populations différentes. Donc ici, je distingue ces trois niveaux parce qu'effectivement, on m'a beaucoup posé la question de, mais finalement, en quoi votre travail diffère de celui d'un institut de sondage? Et c'est vrai que depuis 2 ans, on a vu une accumulation de sondages par tous les instituts qui ont tourné à plein pendant 2 ans autour de cette question des rapports sciences et société. Et c'est vrai que lorsque l'institut ne se fait pas simplement l'instrument d'un lobby ou d'un industriel ou d'un think tank, très souvent, effectivement, il ne porte pas l'analyse très très loin. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de remonter des opinions vers les attitudes et progressivement vers les systèmes de représentation. Et donc il y a une réflexion qui était même présente dès le début, dès les années 70, je vais revenir sur ce point, mais on essaie d'articuler ces trois dimensions. Alors, quel intérêt? Donc une fois qu'on a défini de façon très schématique les représentations comme un ensemble de représentations d'attitudes et d'opinions, quel intérêt? L'intérêt pour les sciences sociales, c'est quoi? C'est tout simplement de partir de cette idée que ces attitudes, ces représentations, ces opinions sont des moteurs d'action. Et donc si on veut à un moment donné essayer de comprendre ce qui se passe en termes d'adoption ou de rejet d'une innovation, si on veut comprendre le devenir d'un certain nombre de mobilisations autour des sciences et des techniques, si on veut comprendre pourquoi, par exemple, il y a une sorte d'engouement aujourd'hui autour de l'épigénétique, là où il y avait un rejet autour de la génétique, il faut en revenir précisément à la perception, à la façon dont ces domaines de recherche sont identifiés, saisis, compris, valorisés ou au contraire dévalorisés. Et donc tout ce travail-là, il est un travail extrêmement intéressant pour les sciences sociales. Un travail qui a parfois été fait de façon très compartimentée à l'intérieur du domaine général de l'étude des sciences. Je sais que mon collègue Daniel Bois, qui a fait ça maintenant depuis très longtemps, se plaignait fréquemment de travailler très seul, là où les autres sociologues travaillent sur d'autres objets. Donc ça, c'est une première question qui est le moteur d'action, la représentation, la définition de la situation qui devient un principe à partir duquel on agit ou on n'agit pas. Ensuite, il y a une façon un petit peu plus globale de saisir cette question, c'est de faire à travers ces enquêtes une sorte d'état des lieux des valeurs et donc de saisir finalement le degré d'ajustement des valeurs de la société française ou quelle que soit la société d'ailleurs avec les valeurs portées par la communauté scientifique. Donc il y a toute une tradition sur ces questions. On peut même dire que les travaux pionniers de sciences sociales sur les sciences ont vraiment porté sur la question de cette question de l'affinité des valeurs, notamment sur la période du XVIIe siècle avec l'émergence des premières sociétés savantes. Et donc il y a tout un travail de sociologie historique autour de ça. Alors nous, on n'a pas ce type de recul, mais malgré tout, on essaye de saisir ce degré d'ajustement ou de désajustement des valeurs qui sont portées par les chercheurs d'un côté, par les domaines de recherche d'un côté, et puis d'autre part l'ensemble de la société saisie dans ces différentes strates. Et puis voilà, donc une fois qu'on a fait cette mesure d'ajustement ou désajustement, ce qu'on essaye aussi de voir, c'est dans quelle mesure ces ajustements ou ces désajustements, ces adoptions ou ces rejets peuvent être des facteurs qui vont orienter, influencer, contraindre d'une façon ou d'une autre le cours de la recherche. Puisqu'il s'agit aussi de réfléchir à la dynamique scientifique, et donc on sait aussi que quelque part, les décideurs publics, les autorités publiques, lorsqu'ils décident de financer un domaine de recherche, ils ne le font pas dans l'absolu, ils ne le font pas simplement sous la pression du lobbying des chercheurs, ils tiennent compte d'un certain nombre de variables, et bien sûr le débat public, la mobilisation de l'opinion publique sur tel ou tel secteur, ça a une importance, et on sait que certains secteurs sont particulièrement critiques du point de vue du débat autour de la régulation et du contrôle des sciences. Donc voilà, donc ça c'est un pan qu'on pourrait dire. Pourquoi les sciences sociales s'intéressent à l'image publique? Voilà, pour toutes ces raisons à minima, il y a au moins 3 raisons. On pourrait continuer cette liste. Et puis après, il est évident que quand on travaille avec les chercheurs, pour les chercheurs eux-mêmes, pour la communauté scientifique, voilà, l'image publique est un enjeu.
C'est pas un objet, mais c'est un enjeu. Et donc c'est un enjeu en termes voilà, d'objectifs. C'est-à-dire, on l'a vu pendant la période Covid, qu'il fallait communiquer, qu'il fallait agir vers le public et que souvent il fallait communiquer rapidement et que le public était parfois déstabilisé par le côté un peu chaotique des prises de parole scientifiques, et donc il fallait, d'une certaine façon, essayer de prendre le pouls un petit peu de la société, prendre le pouls de ses représentations pour pouvoir agir et pour pouvoir communiquer de façon à la fois rapide, efficace et potentiellement responsable. Ça, c'est encore en voie de constitution. Voilà, donc il y a aussi cette idée qu'il faut pouvoir se mobiliser, c'est-à-dire se mobiliser pour pouvoir justement garantir des financements auprès des autorités publiques. Et on a besoin pour ça, en gros, de faire état de l'ajustement ou du soutien de la population sur un certain nombre de sujets. Et donc effectivement, le troisième point, qui est celui de la responsabilité sociale, il est évident qu'il y a depuis maintenant quand même une vingtaine d'années une montée en puissance de cette thématique de la recherche et l'innovation dite responsable. Et cette responsabilité, elle se fait précisément dans un lien direct avec une réflexion sur les valeurs et les dimensions sociales et comment dire, normatives en fait, qui encadrent ou qui entourent la communauté scientifique. Donc là encore, et c'est particulièrement évident dans un certain nombre de domaines de sciences du vivant. Voilà, donc ça c'est un objet pour les sciences sociales, un enjeu pour la communauté scientifique, et puis plus largement encore, on pourrait dire si on monte toujours en échelle, l'image publique c'est un sujet de débat. C'est-à-dire c'est un problème, on pourrait dire un problème public, on pourrait dire. Et chaque pays, finalement, maintenant depuis 2020, a fait de l'image publique des sciences généralement saisi à travers deux termes. Le lien science-société, c'est une sorte de truc, un mot valise ou un mot-clé qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces sans qu'on comprenne exactement ce que ça veut dire. Mais science et société, pour un sociologue, c'est un peu absurde parce que la science, c'est une organisation sociale. Donc si on dit science et société, ça veut dire que quelque part la science serait à l'extérieur de la société, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais malgré tout, on comprend vaguement qu'il s'agit précisément de la façon dont les scientifiques sont perçus et la façon dont les scientifiques également s'engagent vers le public. Et puis, donc il y a un enjeu également qui est saisi, parfois cadré également en termes de culture scientifique. C'est-à-dire que le rapport science-société, c'est parfois simplement une perception un peu approximative de ce que devrait ou de ce que pourrait être la culture scientifique dans un pays. Et donc nous, comme ailleurs en France, on a, depuis maintenant quand même quelques années, un discours assez récurrent sur la faillite de la culture scientifique, ou une culture scientifique qu'il serait nécessaire de reconquérir, comme si finalement cette culture scientifique aurait été abandonnée et qu'il fallait tout reprendre à zéro. Alors, ce débat-là, il est extrêmement présent. Il suffit de regarder la presse, il suffit de faire une petite revue de presse depuis 2 ans. On voit que c'est un truc qui est permanent. Et c'est un truc permanent, mais qui est extrêmement confus, extrêmement, finalement, improductif. On peut dire une sorte de débat immobile. Pourquoi ? Parce que c'est un débat qui reconduit énormément de confusion. Et du coup, comme personne ne parle exactement de la même chose, il n'y a pas de raison que finalement que les gens s'accordent. Ils ont simplement un désaccord initial et on ne fait que retrouver un désaccord à l'arrivée de leur discussion. Il y a 3, à minima, confusions qu'on retrouve énormément dans ce type de débat. D'un côté, la confusion entre ce qui relève de la science et ce qui relève de l'expertise. Et donc, lorsqu'on dit, par exemple, qu'il existe une forme de défiance du public à l'égard des sciences, très souvent, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une défiance à l'égard des experts. Et c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. L'image publique, la perception, les attitudes sont complètement différentes si on parle d'un scientifique ou si on parle d'un expert. Alors, bien entendu, l'expert est un scientifique. Mais il n'est pas qu'un scientifique lorsqu'il devient expert. Et donc il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue dans cette métamorphose du scientifique en expert. Sinon, on passe à côté de quelque chose d'important. Donc ça, c'est un premier niveau de confusion assez récurrent. Ensuite, il y a un deuxième niveau de confusion très récurrent qui est la confusion entre ce qui est une démarche de recherche, la science définie comme démarche de recherche, et la science saisie du point de vue de ses produits, des produits de ce qui est issu de la démarche de recherche, notamment de l'innovation technologique. Et très souvent, là encore, dans les discours, c'est très mou, on passe de l'un à l'autre sans vraiment distinguer les éléments. Et puis ce qui est encore plus flagrant, à mon sens, c'est que tous ces débats sur l'état du rapport science-société ou de la culture scientifique confondent très généralement l'expression très bruyante et très vocale de minorités qui sont extrêmement mobilisées, notamment sur les réseaux sociaux. Donc il y a effectivement, et pour une raison qui est simple d'ailleurs, c'est parce que les journalistes scientifiques font de ces réseaux sociaux leur outil de travail, et donc ils ont les yeux rivés en permanence sur ces réseaux sociaux, en particulier Twitter. Et donc dès que ça s'agite sur Twitter, ils ont l'impression que la population française ou n'importe quelle autre population finalement est en situation de quasi-ébullition.
Et donc ce qu'on leur dit, ou ce qu'on essaie de leur faire comprendre quand on dialogue avec eux, c'est que certes c'est intéressant d'étudier ces acteurs qui sont particulièrement bruyants sur les réseaux sociaux, mais pour autant les sciences sociales, elles ne travaillent pas uniquement sur les réseaux sociaux, elles travaillent sur les populations générales, et donc il faut qu'on soit capable de faire la part des choses. Il n'est pas évident que parce qu'il y a des minorités mobilisées sur une thématique particulière en rapport aux sciences et techniques, que sur une population générale, on retrouve ce même type de mobilisation. Et là encore, donc, il y a tout un travail d'éducation à faire vers les journalistes scientifiques, qui sont d'ailleurs, il faut bien le dire, parfois de très bonne volonté, et qui eux-mêmes sont confrontés à des enjeux très importants, je reviendrai sur ce point, sur leur capacité à se différencier des journalistes en général. C'est-à-dire faire entendre une voix spécifique du journaliste scientifique par rapport aux journalistes en général, ce qui est un enjeu professionnel important. Voilà, donc ça c'est le premier point général, donc simplement en termes de cadrage, le type d'objet, type d'intérêt, pourquoi c'est intéressant d'étudier ce type d'objet. Alors, j'en viens donc aux origines et aux grandes tendances de ce type de domaine, c'est un domaine de recherche à part entière. Alors, première chose, tout d'abord, vous faire comprendre que je vais vous parler ici d'une série française, mais cette série française, elle s'insère dans une cartographie mondiale. Et donc ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est une petite fiche Excel, en fait, qui a été constituée par mon collègue Martin Bauer il y a quelques années, et qui retrace l'ensemble des séries qui existent à travers le monde. Donc on part, donc sur la gauche, on part du côté UK, France, et États-Unis, etc. On se déplace progressivement vers l'Asie, vers l'Amérique latine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que chaque finalement série a sa propre histoire, chaque série a ses propres contraintes. Pour autant, ces séries se répondent parfois, ont des enjeux de comparaison et de normalisation. Et un des problèmes que l'on a actuellement, c'est de trouver des moyens de financer des gros consortiums qui permettraient justement de se retrouver tous autour du même table et de voir dans quelle mesure on peut faire ce travail de mise en commensurabilité des données. Donc, et par ailleurs, ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est aussi les dates de la série française, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, on a 50 ans de recul, ça veut dire que la première enquête s'est faite en 72, ensuite 82, 89, 94, 2000, 2007, 2011, 2021, et si vous regardez donc sur cette colonne verte, qui correspond à la colonne française, donc vous voyez qu'on est finalement la série qui a le plus de recul du point de vue de ses travaux sur l'image publique des sciences. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit la première série. On voit que notamment, en particulier, les travaux pionniers, ceux qui ont vraiment ouvert le domaine d'études, sont portés aux États-Unis à la fin des années 50. Mais simplement, c'était une sorte de one-shot et il ne donne pas lieu à une répétition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée de constituer une étude longitudinale, il y a simplement une première partie de questionnaire qui part comme ça, et puis après seulement, l'idée de créer une série se crée beaucoup plus tard. Donc la première enquête, c'est celle-là, c'est une enquête de Stephen Whitey qui est en 59 publiée dans Public Opinion Quarterly, et c'est une réflexion sur l'opinion publique à propos des sciences et des scientifiques, et il s'agit en particulier d'essayer de comprendre finalement quel est le rôle des médias, quel est le rôle des informations qui circulent dans la presse, dans les journaux, sur la diffusion de la culture scientifique. Et on part de deux idées a priori qu'on va retrouver quand même très fréquemment dans ces études à ce moment-là. C'est d'un côté, les sciences et techniques sont devenues quelque chose de central dans la société, une sorte de puissance ou de pouvoir social important, une ressource qui est quasi omniprésente, par opposition à cette omniprésence des sciences, on a, en tout cas c'est ce qui est posé dans ces enquêtes, comme une sorte d'a priori, une sorte de public qui serait défini par son ignorance, par une forme de déficit. Et quelque part, le public tel qu'il est saisi, construit dans ces enquêtes, il lui manque toujours quelque chose, soit une familiarité, soit une forme de connaissance, soit une forme d'intérêt, et on essaie de comprendre comment on va pouvoir remplir cette absence, ce gap. Et on est toujours sur cette logique quasi déficitaire, et je reviendrai un petit peu sur cette logique du modèle de déficit qui va être quelque chose qui va être très récurrent. Donc ça, c'est la fin des années 60 aux États-Unis. Et si on se déplace vers la France, la première enquête qui relève, qui inaugure quelque part ce domaine de recherche, c'est l'enquête de Serge Moscovici, consacrée donc à la psychanalyse, son image et son public.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du domaine de l'étude des sciences en France, c'est qu'il y a une très forte connexion entre psychologie sociale et étude des sciences et sociologie des sciences. Et ça a pris deux formes, effectivement, d'une part avec Serge Moscovici d'un côté, et d'autre part Gérard Lemaine, l'équipe de Gérard Lemaine, qui venait directement des départements de psychologie sociale et qui ont porté en France également les premiers travaux sur les organisations de recherche et les laboratoires. Donc le texte de Moscovici, c'est un texte assez exploratoire, un peu bricolé, il faut bien le dire. C'est pas sans doute l'étude la plus robuste qui existe sur la psychanalyse et son image publique, mais il y a des choses intéressantes. Et donc on a les témoignages, notamment un petit peu sur la figure de l'analyste, voilà, qui est décrit par les patients. Et il y a toute une réflexion sur l'image de l'analyste, voilà, une sorte de fou à force de vivre avec des anormaux. Je le vois comme un homme dangereux, donc l'analyste comme quelqu'un de un peu particulier. Un philosophe qui aurait manié un scalpel pour comprendre sa philosophie et celle des autres, etc., etc. Et donc on voit bien que cette question de l'image publique de l'analyste est en fait un truc qui perdure. Et la dernière occurrence, qui a quand même connu un certain succès, c'est cette série, voilà, qui est internationale, qui s'est déclinée sur tous les plans, qui donne une image assez, à mon avis, en tout cas peu réaliste, hein, de ce qu'est le travail de l'analyste. Mais en tout cas, ça a capté l'intérêt collectif, et tout le monde finalement, à un moment donné, a été amené à discuter de cette série, que ce soit dans sa version française, américaine ou israélienne. Alors, sur les cadres d'analyse, donc j'insiste bien, donc il y a une sorte de dynamique qui émerge à la fin, grosso modo, des années 50-60, et le cadre dominant, effectivement, c'est cette idée toujours du déficit. Donc, public déficit, knowledge and public déficit des attitudes, déficit surtout de la connaissance. Et on est toujours sur l'idée qu'il faut mesurer ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire le degré de connaissance, de maîtrise des savoirs, des connaissances. Et donc, on a deux hypothèses, l'opinion, voilà, et les décideurs sont mal informés, et cette désinformation est avant tout le produit d'une couverture médiatique par les médias qui serait finalement à reprendre. Donc ça, c'est un pan finalement assez classique et sans doute assez ancien. Ensuite, on a une deuxième vague d'études un petit peu plus tard, donc dans les années 80, milieu des années 80, pendant une dizaine d'années, qui va se déplacer de la question finalement de la déficit de connaissances vers le déficit des attitudes. Et donc la question n'est plus simplement de savoir si on sait ou si on ne sait pas, mais c'est est-ce qu'on y adhère ou est-ce qu'on n'adhère pas. Et plus encore, dans quelle mesure existe-t-il un lien entre le fait de savoir et le fait d'adhérer ? C'est-à-dire quel est le rapport entre connaissance et attitude. Et là, quelque part, on a sous-jacent, même si ce n'est pas toujours formulé de façon explicite, une hypothèse qui est celle d'une relation quasiment linéaire entre connaissance et attitude. Pour finalement que quelqu'un adopte une innovation technologique, il suffit de lui expliquer, il suffit de l'informer. C'est un petit peu voilà, l'idée qui a été sous-jacente dans beaucoup de choses. Et très souvent, lorsque les sciences sociales sont convoquées pour travailler sur ces questions de diffusion, notre travail, c'est de garantir quelque part, entre guillemets, serait de garantir l'acceptabilité d'une forme d'innovation. Et pour beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions d'innovation, effectivement, garantir l'acceptabilité, c'est aussi informer, c'est toujours expliquer, rassurer, et comme si finalement les choses étaient aussi simples et il suffisait simplement d'informer pour pouvoir créer de l'acceptation. Par ailleurs, aussi d'une façon générale, il y a aussi cette idée qu'il y a une relation linéaire avec le niveau d'éducation, c'est-à-dire que si vous éduquez la population, alors nécessairement vous allez créer finalement des attitudes qui sont des attitudes plutôt conciliantes, plutôt ouvertes, voilà. Et donc ça, ça peut fonctionner, mais clairement, c'est pas une règle générale qu'on peut appliquer mécaniquement. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien que c'est un peu plus compliqué que ça sur beaucoup de sujets. Voilà, donc ça c'est un deuxième cadre, et puis on a un troisième cadre qui se met en place donc à la milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui renverse la perspective et qui abandonne cette idée d'aller regarder le public du point de vue de ses déficits, que ce soit en termes d'attitude ou que ce soit en termes de connaissances, et qui s'interroge sur l'engagement public des chercheurs, la façon dont ils investissent l'aspect public, la prise de parole. Et je ne sais pas si vous êtes attentif à ça, mais en ce moment, depuis quasiment 6 mois, on voit une accumulation en réalité de colloques, de workshops, de tribunes sur cette question précisément de la prise de parole scientifique dans l'espace public à l'occasion de la crise Covid. Donc on est en quelque sorte sur la queue de comète par rapport à ce qui s'est mis en place maintenant depuis plus de 20 ans. Et donc on est bien sûr aussi toujours sur cette idée des dispositifs participatifs, de co-construction, et on sort un petit peu de cette logique générale du déficit ou de la linéarité entre attitude et connaissance. Alors la série française, donc j'en viens à mon troisième point,
Il faut que je surveille l'heure parce que vous m'interrompez quand... J'ai jusqu'à l'écart à peu près, c'est ça, hein? D'accord. Voilà, donc la série française, donc je vous disais 72-2021. Alors, cette carte postale n'est pas sortie de mes dernières vacances, mais c'est une carte postale qui vient donc nous rappeler que l'origine de cette série française, en fait, est liée à un colloque qui a été monté à Saint-Paul-de-Vence, donc une jolie petite bourgade du sud de la France, en 72, et c'était une initiative à l'époque de la DGRST, que de DGRST qui était la délégation générale à la recherche scientifique et technique, donc qui était une sorte de cellule interministérielle qui était là pour réfléchir sur la planification, sur la programmation des grandes opérations scientifiques et technologiques en France au début des années 70. Et donc on a la mise en place donc d'un colloque sciences et société, donc c'était le terme qui était à l'époque proposé déjà, et on réunit sur place un ensemble de personnes qui sont là pour justement porter une réflexion sur la façon de saisir les enjeux de l'époque autour des rapports sciences et société. Alors pourquoi c'était un moment important? Parce que les années 70, début des années 70, il y a à la fois en France une montée en puissance d'un discours critique sur les sciences, et là je prends un extrait d'une lettre de Lévy-Leblond, Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien, mais par ailleurs porteur justement de cette parole critique des sciences au début des années 70, qui à un moment donné avait envisagé de participer à ce colloque pour pouvoir profiter un peu de Saint-Paul-de-Vence aux frais de la DGRST, mais qui envoie un courrier qui rend public sa volonté de ne pas s'y rendre, précisément parce qu'il considère que ce colloque finalement ne fera que servir les intérêts notamment de la DGRST, du pouvoir, etc., et ne sera pas en mesure de saisir les vrais enjeux critiques de ce qui se passe dans la communauté scientifique au début des années 70. Ce discours-là est un discours en partie importé des mobilisations critiques radicales qu'on observait à la fin des années 60 aux États-Unis. Et donc ce que fait la DGRST à ce moment-là, c'est précisément une réflexion sur la façon dont on va transporter ou importer en France ces enjeux de mobilisation critique contre les sciences. Et donc la première enquête, celle de 72, est précisément là pour faire ça, pour faire ce travail-là, c'est-à-dire saisir dans quelle mesure le public est en train plus ou moins d'être poreux ou d'être perméable par rapport à ces mobilisations critiques à l'égard des sciences. Et donc dès le départ, on pourrait dire que dès le départ, il y a un enjeu politique derrière de politique scientifique en quelque sorte derrière ces enquêtes. La DGRST va solliciter la FNSP, donc la Fondation nationale des sciences politiques, donc Sciences Po, va solliciter en particulier Frédéric Bon, qui est un politiste, qui va lui-même mobiliser deux personnes qui vont par ailleurs poursuivre leur carrière un petit peu différemment après, dont Daniel Bois qui va devenir politiste, donc vous avez la photo ici. Et donc on a fait des entretiens avec Daniel, et Daniel a rappelé un petit peu l'origine un petit peu de ces enquêtes, et l'idée aussi que, donc il y avait cette question de l'importation des modèles critiques des sciences des États-Unis vers la France, mais aussi une volonté aussi de développer un modèle de technology assessment. Donc il y avait aux États-Unis l'ETA, donc ce qui était un modèle de réflexion collective sur les choix scientifiques et technologiques, et donc il s'agissait de réfléchir à la façon dont on pourrait importer ça en France. Et donc c'est un petit peu ce background-là qu'on a dans l'enquête qui se crée en 72. Et il faut bien sûr essayer de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une défiance supposée croissante du public à l'égard des sciences et des techniques. Alors il n'y a pas du tout, il faut être assez clair là-dessus, il n'y a pas du tout de naïveté chez Frédéric Bon, Daniel Bois ou ceux qui ont porté ces enquêtes sur les questionnaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un usage aveugle de ces questionnaires. Dès le début, ils savent très bien que ces outils sont fragiles. Dès le début, ils soulignent très bien que tout ça est hypersensible à la façon dont les questions sont posées. Et donc là, vous avez un exemple qui est mentionné dans un papier de l'époque par Frédéric Bon. Il dit, voilà, vous prenez la même question, vous la formuliez de deux façons différentes, vous obtenez des écarts énormes, quasiment de 1 sur 2. La même question, simplement si vous la formulez de façon positive ou si vous la formulez de façon négative. Et donc, il est évident que quand on commence à rentrer dans ces outils, dans ces dispositifs d'enquête, il faut réfléchir sur les labellisations, sur la formulation des questions. Il faut être également extrêmement attentif au fait que si on veut travailler dans la durée, alors cela impose nécessairement de maintenir les formulations. Et donc il y a une dépendance très forte par rapport, bien sûr, à ce qui se passe dès le début dans les années 70. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, en 2021, quand on fait notre travail, on accepte de considérer qu'on ne touche pas à un certain nombre de questions du point de vue de leur formulation, parce que c'est la condition pour pouvoir assurer une forme de comparabilité par rapport aux enquêtes antérieures.
Donc ça, c'est un point tout à fait important, et donc personne n'est naïf par rapport à ça. Et puis, bien sûr, l'idée de base, donc sur la première enquête, donc 1200, donc c'est un petit panel à l'époque Ipsos ou Sofres, pardon. Donc il y a cette idée qui est portée dès le départ, ici qui est rappelée par Daniel. Il existe au sein de la société non pas une représentation globale des sciences et techniques, mais une variété de représentations qui vont dépendre des niveaux culturels et qui se distinguent autant par leur manière de voir la recherche en tant que telle que par leurs orientations plus ou moins positives à l'égard du développement scientifique et technique. Donc on investit l'idée de représentation sociale, mais on l'investit dans sa pluralité, dans sa diversité, et on essaye de saisir un petit peu cette variété des régimes représentationnels des sciences et des techniques. Alors qu'est-ce qu'on fait, comment on mesure ça concrètement? Parce que comme pour tout type de questionnaire, on a une batterie de questions plus ou moins standardisées et qui essaie de saisir des mesures d'intérêt, des mesures d'information, des mesures d'engagement, des mesures d'attitude, des mesures de jugement et des mesures de connaissance. Donc ici, vous avez une série d'exemples, un petit peu, notamment sur les connaissances. Voilà. On a une batterie de questions pour chacune de ces affirmations. Veuillez indiquer, par exemple, si vous pensez qu'elles sont vraies ou elles sont fausses. Donc ça, c'est pour dire, c'est la mesure la plus brute et la plus bête qu'on puisse faire de la culture scientifique. Vrai ou faux. Même si c'est un petit peu brut de décoffrage et un petit peu, limité, malgré tout, ça permet quand même de saisir 2-3 choses. Du point de vue des panels, donc c'est un autre dernier point de caractérisation, toujours ici ce que vous avez, c'est les caractéristiques des panels depuis les années 70 jusqu'à nos jours, et donc on peut dire que ces panels, si on les prend, si on chausse les lunettes un petit peu d'un historien des sciences sociales et la façon dont les sciences sociales construisent la société française, on pourrait dire que ces panels sont censés être représentatifs de la société française, et on est capable de suivre l'évolution de la société française à partir de ces panels. Et donc là, ce que vous avez, c'est à la fois la distribution donc, du point de vue du sexe homme-femme, également du point de vue de l'âge, et donc c'est assez intéressant de voir de quelle manière la population française vieillit à travers ces panels sur 50 ans. Il suffit de reconstituer ici, ce que vous avez, c'est les pyramides d'âge pour l'enquête 72 et à gauche 72 à 3 2021, donc on voit que la structure de la pyramide est bien sûr complètement différente. Le panel 2020 est un panel à 3000 personnes, là où le panel 72 est 1200. Et puis, bien sûr, ce qui est encore plus flagrant et ce qui est encore plus fascinant, c'est le niveau d'éducation qui change. C'est-à-dire que là, si vous regardez par exemple sur l'enquête 72, on avait quasiment 47% de la population qui n'avait pas été au-delà de l'école primaire ou le CEP. Donc ça veut dire le niveau le plus élémentaire d'éducation. On avait la moitié de la population enquêtée qui était sur ces jeux. Et ça ne représente aujourd'hui que 6% de la population qui est enquêtée. Donc on a à la fois des évolutions démographiques fortes et des évolutions, bien sûr, en termes d'éducation qui sont également très importantes. Ce qui pose un problème pour nous, en termes bien sûr, parce qu'on ne parle pas des mêmes populations en réalité entre 70 et aujourd'hui, si on fait de l'analyse de cohorte. Et puis à droite vous avez la question de l'autopositionnement idéologique. On voit aussi que la population française évolue, se transforme, se déplace parfois idéologiquement. Est-ce que on demande à nos enquêtés est-ce qu'ils se positionnent à droite, au centre, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et on voit que c'est assez intéressant de voir qu'on a une population française qui se droitise légèrement depuis un certain nombre d'années, depuis ces dernières années en tout cas. Ce qui n'est pas totalement illogique par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui en France pour les élections présidentielles. Sur la mécanique, une image. Donc la mécanique, c'est quoi? C'est que la série, c'est comme une locomotive, c'est comme un train, c'est-à-dire qu'on a une locomotive qui, grosso modo, est la partie constante du questionnaire, et on a des wagons qu'on ajoute, qu'on déplace, et chaque vague successive est un wagon un petit peu différent, qui, quelque part, rend compte de ce qui fait l'actualité, ce qui est un petit peu la période conjoncturelle, les questions qu'on se pose à un moment donné. Donc la dernière enquête 2021, c'était évident qu'on ne pouvait pas ne pas parler de la crise Covid, donc on a mis un gros wagon Covid. Mais là, si on regarde l'enquête 72, par exemple, on avait des questions qui portaient, par exemple, sur l'opposition, la guerre froide, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que les théories scientifiques ne sont pas les mêmes dans les pays communistes ou dans les pays occidentaux? Si vous avancez un peu, donc il y a aussi ces questions des centrales nucléaires. La création du ministère de la Recherche en 82, bien sûr le sida dans les années 90, la concurrence industrielle entre les États-Unis et le Japon, toujours du point de vue des innovations en 90, etc., etc. En 94, donc l'automatisation, l'affaire du sang contaminé. Donc on peut remonter progressivement le fil de ces enquêtes pour savoir quelle était finalement l'actualité du moment. Alors pourquoi il y a cette actualité du moment? Tout simplement, des fois parce que c'était aussi une logique de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que pour financer ces enquêtes qui sont très coûteuses,
Très coûteuses au sens où elles ont été faites souvent face à face. Toutes ces enquêtes ont été faites en face à face jusqu'à la dernière, qui a été faite en ligne, ce qui pose un problème par ailleurs méthodologique. Donc il y avait un coût quand même assez élevé, et donc il fallait notamment frapper à la porte du ministère de la Recherche, et c'est le ministère qui finançait. Mais le ministère il ne venait pas qu'avec son argent, il venait aussi avec ses questions. Et donc il fallait quelque part laisser un espace pour pouvoir intégrer ces questions qui parfois étaient pas toujours inintéressantes. Alors la dernière vague, donc c'est celle-là. Donc là, vous avez la population de base. Donc on a en fait un panel qui est à 3000 personnes avec un suréchantillonnage de 500 personnes pour la région Grand Est, parce qu'on avait une demande spécifique de l'Université de Lorraine. Et on a également une petite innovation méthodologique. On a, sur certaines questions, découpé notre population de 3000 en 2 sous-populations qui ont testé des modalités de réponse différentes. Pourquoi ? Parce qu'on a une réflexion méthodologique sur l'impact des transformations des modalités de réponse sur le résultat de ces enquêtes d'opinion. Et notamment parce qu'on essaye aussi de normaliser, de réfléchir à la normalisation des enquêtes au niveau international. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye de porter un petit peu dans la durée. Alors l'enseignement général, si on pourrait dire, s'il y a un message à envoyer, c'est que grosso modo, et c'est un petit peu ce message que je pilonne dans ma communication sur cette enquête, c'est de dire que lorsqu'on réfléchit sur ce qu'est la culture scientifique en France ou ce qu'est l'image publique des sciences, en fait, on ne peut pas, grosso modo, imaginer qu'on va parler de ça sérieusement si on est dans un cadre binaire, autrement dit. Et le débat français en France, donc sur cette question-là, est souvent binaire. On a d'un côté tous ceux qui sont alarmistes, donc tous ceux pour lesquels la culture scientifique est en quelque sorte en voie d'abandon, dans ce cas il y a une sorte d'hostilité à vos souhaits, d'hostilité de la population à l'égard des scientifiques, et puis de l'autre côté il y a tous ceux qui seraient en quelque sorte rassuristes et qui seraient là pour dire que tout va bien et que finalement tout ça est simplement une façon d'aller chercher de l'argent, parce que les scientifiques ont toujours besoin d'argent, ont toujours besoin de créer une sorte d'urgence. Donc ce qu'on dit, c'est que l'enseignement général qu'on essaie de faire ressortir, c'est que la mécanique ou les rouages finalement de cette opinion publique, ils sont assez complexes et qui ne vont pas tous dans le même sens. Et donc que le cadre binaire ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on a des choses qui vont aller dans un sens et puis il y a des choses qui vont aller dans un autre sens, et notre bilan, il a été lu de façon extrêmement différente, parfois de façon comme étant, finalement, notre rapport a été lu parfois comme une sorte de, finalement, c'est pas si grave, il y a des choses qui sont... Et puis il y a d'autres qui ont considéré que là, c'était la catastrophe, il fallait absolument se remobiliser. Donc il peut être lu de plein de façons différentes, mais simplement ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas donner une image simpliste. Alors, je vais revenir sur les différents points très rapidement. Un point juste d'explication, une petite anecdote au passage. On a bénéficié d'une sorte de malentendu productif, on pourrait dire. Il se trouve que dans notre enquête, on a tout un ensemble de questions sur le complotisme et le conspirationnisme. Et donc, au moment où on a sorti notre rapport, donc on a fait un communiqué de presse, on a diffusé notre rapport, un rapport de 70 pages, et dans ce rapport, on avait 4 pages qui étaient consacrées à ces questions des complots. Et le jour de la diffusion des résultats, on avait également fait un petit résumé du rapport avec 5 pages dans lequel il y avait un petit paragraphe sur ces questions des complots. Le jour de la diffusion du rapport, on a eu une dépêche de l'AFP, donc l'AFP, l'agence qui s'occupe donc de tout ce qui est presse en France, qui annonce la sortie du rapport, mais 80% de la dépêche de l'AFP est consacrée à nos 4 pages du complot. Ce qui veut dire qu'on a une diffusion qui est un petit peu paradoxale, qui consiste à invisibiliser le rapport et à ne saisir ce rapport qu'à travers cette question du complot et du conspirationnisme. Donc, ça tombe, et alors ce qu'on voit immédiatement, c'est quand même la force de l'AFP, c'est-à-dire qu'une fois que l'AFP lance la dynamique, on voit tous les supports, sites web des journaux, des magazines, qui titrent, 4 Français sur 10 conspirationnistes, puisque c'est ce qu'on disait dans notre rapport, c'est qu'en France, il y a actuellement 4 Français sur 10 qui croient à l'existence de la réalité des complots dans l'histoire. Moi, personnellement, j'y crois aussi. Je pense qu'il y a des complots, et ça existait, des complots dans l'histoire. Dire le contraire serait absurde. La question qui est un petit peu différente, c'est est-ce que vous considérez que ces 4 Français sur 10 adoptent une grille de lecture conspirationniste pour tout ce qui se passe autour d'eux ? Et ça, c'est clairement différent. C'est-à-dire qu'on peut croire à l'existence de complots, historiquement, mais bien sûr, en faire une grille de lecture pour tout interpréter autour de soi, c'est complètement différent. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où l'AFP, finalement, s'est centré sur ces 4 Français sur 10, immédiatement, on a eu le glissement qui a été sur 4 Français sur 10 sont conspirationnistes. Et donc, on a commencé à faire ce travail de désinformation, alors que nous, on voulait simplement, finalement, faire un travail d'information assez général dans lequel ces questions de conspiration n'étaient qu'une petite variable mineure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a été obligé, bien sûr, d'intervenir dans les médias, parfois de faire du debunking sur Twitter.
Parce que des fois, effectivement, on a des médias qui ne prennent bien sûr pas le temps, ils n'ont pas le temps de lire les rapports, ils n'ont pas le temps d'aller chercher l'information, même si des fois, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, typiquement, BFM TV, voilà, qui titre un Français sur deux sont des marionnettes d'un gouvernement français, ce qui ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. Comment ils en sont arrivés à cette information, à cet énoncé? Pourquoi? Parce qu'on dit dans notre rapport, 4 Français sur 10 croient à l'existence des preuves, et sur ces 4 Français sur 10, la moitié croit que le gouvernement français est aux mains d'élites secrètes. Et donc, dans une sorte de méli-mélo de bouillasse comme ça, dont on ne comprend rien, il ressort ce message qui est un Français sur 2, donc ça veut dire que c'est la moitié de nos 4 Français sur 10, donc les 2 Français sur 10, et ils ne sont pas simplement conspirationnistes, mais ils croient que les élus sont des marionnettes d'un gouvernement français. Bon, quelqu'un, voilà, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et donc voilà, du coup, obligé d'intervenir sur Twitter et de relancer une sorte de cycle d'information en allant taper sur les journalistes ou sur les animateurs, puisque là, dans l'occurrence, il s'agit davantage d'animateurs. Et donc, du coup, on a effectivement aligné un petit peu les médias qui ont fait un travail. Moi, je dois dire que j'ai été plutôt heureux de ces échanges avec les journalistes, parce qu'ils font ça, heureusement, parfois très sérieusement, et ils laissent le temps, de présenter les résultats dans la durée. Alors, sur les résultats, donc quelques résultats, donc avec des têtes de chapitre, et on n'aura pas le temps de tout faire, mais en l'occurrence, on essaiera de faire quelques chapitres rapidement. Sur la question de l'information et de la culture scientifique, donc on teste bien sûr des mesures simples, enfin des questions simples sur le degré d'intérêt, le degré, est-ce que vous lisez, est-ce que vous ne lisez pas, quelles sont les sources d'information, etc., etc. Et on teste aussi le degré de disparité au niveau géographique par rapport à la France. Et donc on voit ici que si on agrège les modalités souvent, donc la lecture des articles de sciences dans les magazines ou les journaux, et qu'on agrège les modalités de réponse souvent et de temps en temps, on a à peu près 50% de la population française qui dit lire des articles sur la science dans les magazines, des journaux ou sur Internet. Et on a bien entendu des choses qui sont tout à fait prévisibles, c'est-à-dire qu'on a une forme là de rapport linéaire avec le niveau d'éducation. On voit effectivement que ce que vous avez, c'est les variations par rapport à la moyenne, donc les écarts à la moyenne général étant de 55,7, donc ça veut dire que vous avez plus 14 points lorsque vous êtes chez les Bac plus 3. Et donc ça veut dire que tout simplement les Bac plus 3 lisent davantage d'articles de sciences que d'autres, ce qui n'est pas totalement surprenant. Et puis vous avez également des variations assez importantes du point de vue des classes d'âge. Donc j'insiste sur ce point qui est assez inattendu. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche assez fréquemment. On a eu une sorte d'alliance un petit peu transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les plus jeunes, les 18-24 ans, et de l'autre les plus anciens, ceux qui ont 65 ans et plus, parfois 60 ans et au-delà. Et très souvent, ils se rejoignent. Et là, c'est le cas, par exemple, à peu de choses près, on voit qu'ils sont légèrement supérieurs aux autres en termes d'investissement de lecture. Ils vont se retrouver également, ils vont se rejoindre parfois dans leurs intérêts pour l'innovation technologique. Là où finalement les classes d'âge intermédiaires semblent avoir été finalement exposées à un discours critique sur les sciences plus prononcé. Et donc, on va retrouver quelque chose qui relève d'une forme d'enthousiasme, une forme d'engouement, qui était quelque part la caractéristique un petit peu des années glorieuses des sciences et des techniques dans les années 60-70 et qu'on va retrouver aujourd'hui de façon un petit peu, en tout cas dans ces classes d'âge. L'autre point qui est extrêmement important, sur lequel j'insiste bien, c'est qu'il y a des très fortes stabilités. Donc il y a des formes de stabilité, c'est-à-dire que les attitudes ne changent pas du tout au tout en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans. Ici, ce qu'on voit, c'est que si on essaye de faire ce travail dans le temps long, c'est-à-dire de 70 à 2020, et qu'on demande par exemple est-ce que les grandes réalisations techniques vous intéressent, et qu'on essaie de suivre ça dans le temps, on voit que finalement on reste sur des niveaux d'intérêt qui sont à la fois élevés et constants. Il n'y a pas de grosses variations, il n'y a pas de chute mécanique. C'est très très rare d'avoir des chutes mécaniques. Donc il faut toujours garder ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des évolutions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de renversement d'opinion ou d'attitude, mais ça veut dire que généralement, quand même, on a des attitudes qui sont assez stables. Voilà le type de question ici sur comment on mesure de façon un peu brute de décoffrage la connaissance. C'est à partir de ce type de formulation d'énoncés, des choses très simples ou pas toujours d'ailleurs très simples. Le laser, est-ce que ça fonctionne le laser fonctionne par concentration d'ondes sonores, donc là est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Sont les gènes du père qui déterminent le sexe de l'enfant, vrai ou faux? Les antibiotiques détruisent des virus ainsi que les bactéries. Voilà. Donc ça c'est une liste d'items qui reviennent depuis maintenant un certain temps. Alors je crois que cette année on a ajouté, c'était
énoncé un peu étrange qui est un algorithme est une séquence spécifique d'événements sonores. Alors, je trouve effectivement qu'il y a quelque chose d'amusant d'essayer de comprendre en quoi le rythme va pouvoir être indexé sur la question d'événements sonores. Et donc, ce qui ressort de ce type de mesure un petit peu brute de décoffrage, c'est qu'on a quand même une forme de fragilisation de la culture scientifique, en tout cas de nos panels, depuis maintenant les années 90. C'est-à-dire que là, grosso modo, où on avait à peu près deux bonnes réponses sur 3, à peu près dans les années 90, maintenant on est plutôt sur un truc à une bonne réponse sur 2. Il ne faudrait pas regarder trop près pour voir si c'est aléatoire ou pas, mais en tout cas, c'est évident qu'on se pose des questions sur... ça pose des questions sur la pédagogie scientifique, ça pose des questions sur la médiation scientifique, ça pose des questions sur également les formes d'engagement public des chercheurs. Donc là, il y a tout un travail à faire pour essayer de consolider ça. Et c'est évident dans cette période aujourd'hui. Là, donc il y a deux questions qui sont centrales. La question climatique, et donc on voit que là-dessus, il peut y encore avoir des variations importantes en termes de connaissances. Hein. Et ici, on a testé cet énoncé, le changement climatique n'a rien à voir avec l'activité humaine. Il s'agit avant tout d'un problème de cycle naturel. Donc on a quand même 6 Français sur 10 qui nous disent que c'est faux. Très bien. Mais ce qui veut dire qu'on a encore 4 Français sur 10 qui nous disent que c'est vrai. Et bien sûr, ces 4 Français sur 10 ne sont pas distribués de façon totalement aléatoire. On a parfois des zones où ils sont extrêmement représentés. Et donc, c'est intéressant de comprendre quelles sont les variables qui pèsent. Et là, il y a des variables idéologiques parfois qui sont très très fortes. C'est-à-dire que là, si on regarde par exemple notre population qui a voté en 2017, soit pour le LR, soit pour le Rassemblement national, on voit clairement qu'on perd quasiment 10 points par rapport à la réponse. Donc, il y a aussi cette idée que derrière ces questions d'image publique des sciences se jouent aussi, bien sûr, des formes d'a priori idéologique. Et dans la période de Covid, la question aussi qui était centrale, ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est qu'on voyait disparaître un certain nombre de parasciences, on voyait reculer plein de choses qui étaient très à la mode dans les années 80, mais on voit monter en puissance les pratiques de médecine alternative. Et donc l'homéopathie, bien sûr, qui existait bien avant, l'ostéopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie, etc. etc. Et ça devient quelque chose qui a été une sorte de valeur refuge pendant cette période Covid, dans laquelle il y a eu énormément d'incertitudes. Dernier point, on a introduit 2 nouveautés pour l'enquête 2021. D'un côté, tout ce qui relève du gene editing, donc CRISPR-Cas9, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est effectivement la dernière génération des outils d'édition génomique. Et puis le domaine de l'épigénétique, sur lequel moi je travaille plus particulièrement depuis quelques années, pour savoir finalement quel était le degré d'information du public par rapport à ça. C'est des domaines qui sont extrêmement représentés dans les médias, qui suscitent énormément l'intérêt des journalistes scientifiques, mais qui sont encore très peu connus. En réalité, il y a à peine 4 Français sur 10 qui ont entendu parler vaguement de CRISPR-Cas9 ou de l'épigénétique. Et là encore, les variables qui sont couplées à ces questions d'information sont des variables qui renvoient bien sûr au niveau d'éducation fondamentalement. Et puis il y a un gros déficit d'information du point de vue de la jeunesse, des jeunes qui connaissent très très mal ces domaines. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, du coup, qui permettent... C'est ça aussi un intérêt de ces enquêtes, c'est aussi parfois de cibler les populations qui pourraient potentiellement bénéficier de ce type d'informations. Dernier point sur lequel j'insiste en termes de culture scientifique, c'est les journalistes. C'est-à-dire qu'autant on peut chercher à communiquer, à s'engager vers le public, autant on a aussi besoin de s'appuyer sur les journalistes. Et les journalistes, en quelque sorte, ont une image qui est extrêmement négative. Là, on a testé l'idée selon laquelle les journalistes et les médias seraient indépendants des partis politiques et contribuent à clarifier les enjeux du débat public. On n'a que 25% de notre panel, grosso modo, qui est d'accord avec cette idée-là. Le reste, c'est plutôt les journalistes, ils sont là simplement pour porter des paroles militantes ou des paroles d'intérêt privé, etc., etc. Donc et c'est pour ça que j'insiste sur ce point tout à l'heure, sur la question des journalistes scientifiques par rapport à la population générale des journalistes. Ils ont une voix à faire entendre et une différence à faire entendre. Je vais passer cette section de façon à avancer un petit peu parce que sinon je ne pourrais pas. Un point qui est important donc, sur la question de la confiance. Donc ça c'est un petit peu le lieu commun par excellence, c'est en France en tout cas, c'est de dire il y a une forme de défiance. La société française est malade de la défiance. On a fait plein de jeux de mots sur le virus de la défiance pendant la période Covid. Et c'est vrai que quelque part on a pu imaginer que par exemple la controverse autour de Raoult, enfin la lutte des égos sur
dans les médias aurait pu déstabiliser un peu l'opinion française. Ce que l'on voit, c'est que grosso modo, le niveau de confiance exprimé à l'égard de la science en général est extrêmement élevé. Là, on est à 84%. Et non seulement c'est vrai aujourd'hui, mais ça a toujours été vrai depuis maintenant plus de 20 ans, et on pourrait remonter jusqu'aux années 70, il est extrêmement stable. Il n'y a pas de défiance de l'opinion à l'égard des sciences, ni à l'égard des scientifiques. Donc ça existe, bien sûr, mais c'est une toute petite minorité de la population, une minorité très vocale, donc très bruyante, mais voilà, sur une population générale, on a toujours à peu près 80% de la population qui fait confiance aux scientifiques et aux sciences, à l'institution scientifique. C'est vrai en France, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Suisse également, j'imine. Il faudrait que je regarde les chiffres, avant de dire ça d'ailleurs. Vous avez Fabienne qui travaille sur ces questions-là, donc en Grande-Bretagne également, et aux États-Unis. Donc ça, c'est important, et la question de la confiance ou de la défiance est aussi lié bien sûr à des dimensions de confiance et de défiance institutionnelle, et il est clair que par exemple les variables idéologiques peuvent avoir un rôle ici, et notamment ici on voit que les électeurs du Rassemblement national se démarquent un petit peu des autres par rapport à notre panel. Même question ici, c'est toujours la question de la confiance. On voit que si on pose la question à nos enquêtés sur à qui font-ils faire confiance pour dire la vérité sur le coronavirus pendant la période de Covid, et bien, tout en haut vous avez les médecins. L'autorité, la proximité, la personne à qui vous faites confiance. Or, il se trouve que parfois, d'ailleurs, les médecins ont un discours critique sur la politique vaccinale, donc des fois, ça peut avoir des incidences. Mais en tout cas, ils font confiance à leurs médecins. Ils font confiance aux scientifiques, et puis progressivement, on voit qu'on se déplace. Et on voit que les ingénieurs, c'est un petit peu en dessous. On voit également que les scientifiques de l'industrie, la recherche industrielle, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à saisir du point de vue du degré de confiance. Donc on a à peu près 50% de notre panel qui dit faire confiance aux chercheurs de l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont perçus comme proches des intérêts privés. Et puis on descend et on voit les journalistes, les politiciens et les leaders politiques. Donc on voit qu'il y a une sorte de hiérarchie un petit peu symbolique de la confiance en France. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, qui a été quand même extrêmement présent dans les controverses Covid, puisque beaucoup de scientifiques qui ont été pris à partie dans l'opinion, sur lesquels se sont cristallisées ces questions de défiance, ont été considérés comme des experts au service des intérêts des industries. Donc on a tout un discours sur la main invisible de Big Pharma. Et c'est vrai que si vous regardez, par exemple, vous faites cet exercice d'aller regarder le comité, d'ailleurs plus médical que scientifique, qui a été mis en place autour de Delfrécy, il est évident que si vous passez la composition de ce comité au crible de la base Transparence Santé, vous allez voir que un certain nombre des membres de ces comités ont des liens d'intérêt. Il est évident qu'ils ont plein de liens d'intérêt avec des industriels. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, lorsque vous êtes dans un domaine, vous êtes obligé parfois de conduire bien sûr des essais cliniques, et ces essais cliniques qui sont faits sur des molécules, et vous avez besoin de travailler avec les industriels. Et donc il faut expliquer la nature de ces liens d'intérêt, il faut être capable de porter un discours qui dissocie le lien d'intérêt du conflit d'intérêt, ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été fait très rarement en France. Donc il y a tout un travail d'éducation à porter en France sur ces questions des liens d'intérêt, pour pouvoir justement éviter d'avoir ce type de soupçons. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il puisse ne pas y avoir de conflit d'intérêt. Il peut y avoir des conflits d'intérêt. On a même des acteurs en France, comme ailleurs j'imagine, qui vous disent que plus ils ont de liens d'intérêt, plus ils sont en quelque sorte exempts de conflits d'intérêt. Comme si la multiplication des liens d'intérêt faisait que, par miracle, la notion de conflit d'intérêt se dissolvait ou était dissoute quasiment automatiquement. C'est absurde et ça ne convainc absolument personne. Alors les points critiques, je voudrais terminer juste, si Edouard tu me laisses 5 minutes, juste sur quelques points critiques sur lesquels j'insiste de façon assez régulière parce que je pense que c'est vraiment important. Premier point critique, c'est c'est-à-dire une dynamique d'ensemble. Une dynamique d'ensemble sur ce que la population française perçoit comme étant les apports, le bilan global des sciences et des techniques. Et la question qu'on a soulevée, qui a été proposée dans les années 70, elle est formulée comme ça, c'est à votre avis, est-ce que la science apporte plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, ou autant de bien que de mal. Donc on peut dire que dans les années 70, on avait une majorité de la population de nos enquêtés qu'on pourrait qualifier de pro-science, donc qui quelque part considérait que la science apportait plus de bien que de mal. Aujourd'hui, on n'est pas dans la situation inverse, on n'est pas dans une majorité de population qui dirait que la science apporte plus de mal que de bien, mais on a une majorité de la population qui est sur une forme de tension normative, donc ce qu'on appelle une forme d'ambivalence, et qui considère que la science apporte autant de mal que de bien.
Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon de se positionner dans une posture assez complexe, dans laquelle on perçoit à la fois la science et l'innovation technologique comme un bienfait, et en même temps on voit que ce bienfait peut avoir des effets qui sont des effets non intentionnels, ou des conséquences qui ne sont pas voulues, ou parfois même des conséquences qu'on n'a pas anticipées. Et ces choses-là peuvent être négatives, et ça peut être perçu sur différents plans. Au niveau international, il y a quelques enquêtes qui sont faites et qui reprennent cette formulation de question. Nous sommes, en France, le champion mondial de l'ambivalence. Nous sommes au record mondial à 60% d'ambivalence. Et donc, il faudrait tester un petit peu pour voir comment la Suisse se situe par rapport à ça. Et on voit qu'on est sur une dynamique assez longue. On a un renversement de tendance qui se fait dans les années 80. Et là, ce que vous avez sur le slide, c'est les différentes crises sanitaires qui existent depuis depuis le début de création de ces séries. Bon, ça je passe. Deuxième point critique important, des controverses qui sont ouvertes et qui restent ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture de controverses. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on pourrait imaginer à un moment donné que les choses se stabilisent, qu'on arrive à faire ce travail finalement de normalisation d'un sujet. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, effectivement, si ce dossier des OGM a été un dossier quasiment traumatisant pour la communauté scientifique dans les années 90, donc il y a toute l'enquête 94-2000 finalement un pan de biotechnologie sur les OGM, et on voit qu'aujourd'hui encore 6 Français sur 10 considèrent que finalement les OGM n'auront que des conséquences néfastes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail d'explication vers le grand public qui soit en tout cas intelligible et qui permet d'expliquer pourquoi finalement ça sera un bienfait pour tout le monde d'avoir des OGM plutôt que pas d'OGM. Même problème pour bien sûr le stockage des déchets nucléaires, même problème pour la viande synthétique ou pour les nouvelles formes d'alimentation, et puis même problème potentiellement également pour l'intelligence artificielle. On voit qu'on a 4 Français sur 10 qui considèrent que l'intelligence artificielle, malgré tout le battage qu'on a sur ce sujet-là, apportera ou va contribuer à améliorer leur qualité de vie dans les prochaines années. Donc ça, ce sont des dossiers dont il faut essayer un petit peu de se saisir. Et puis, pour terminer, donc juste un point sur lequel je voudrais insister, parce que c'est une façon de problématiser sociologiquement, en quelque sorte, cette question de l'image publique des sciences. C'est une question simple, une question qui a taraudé les épistémologues, les sociologues, les philosophes des sciences autour de cette démarcation science-non-science. Il y a toute une littérature sur le sujet, et je dois dire qu'il y a une solution simple qui est de dire, mais il suffit de poser la question. Qu'est-ce qu'une science? Qu'est-ce qui n'est pas une science? Et nos enquêtés, même s'ils n'ont pas forcément d'idées préconçues, ils ont l'amabilité de nous répondre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les degrés de scientificité perçus sont assez différents selon que l'on parle de telle ou telle science. Et donc, pour les sociologues, on sait que les scientifiques eux-mêmes ont une forme de hiérarchie symbolique des sciences en tête. Je vous rappelle qu'à la fin du 19e, pour Auguste Comte, la sociologie, c'était tout en haut de la pyramide, donc voilà, je crois qu'on est un petit peu descendu dans la pyramide, mais il y a toujours eu cette idée de hiérarchie symbolique des sciences, et donc c'est intéressant à la fois de mesurer, d'essayer d'identifier quels sont les intrus et d'essayer de comprendre comment se structure cette hiérarchie. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que par exemple on a différents groupes. On a un premier groupe qui va réunir la médecine, la biologie. La médecine, ça c'est assez particulier, c'est-à-dire la médecine considérée comme science, c'est quand même toujours assez singulier, mais c'est évident pour tout le monde. Médecine, biologie, physique, mathématiques, astronomie. Ensuite on va retrouver un ensemble de disciplines qu'on pourrait dire SHS, psychologie, psychanalyse, sociologie, économie, histoire, études de genre, avec un degré de scientificité perçu qui descend progressivement, avec simplement quasiment 3 Français sur 10 qui considèrent les études de genre comme étant scientifiques, et 7 sur 10 non. On va retrouver ensuite des sciences qui vont être des sciences appliquées, avec météorologie, agronomie, statistique, et on va avoir des sciences comme, ce qui va être considéré comme des sciences, l'homéopathie, la graphologie ou l'astrologie, ici qu'on a défini comme horoscope. Et donc tout ça, quelque part, est mélangé, et on voit que, par exemple, l'homéopathie fait jeu égal, par exemple, avec l'économie. Un économiste n'est pas plus crédible, il n'y a pas plus de crédit pour un économiste que pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'homéopathie. Alors ça, c'est assez intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que quels sont les vecteurs de constitution du crédit scientifique? Il est évident que, par exemple, si un État rembourse des traitements homéopathiques, quelque part, c'est un truc qui déclenche quelque chose, qui peut déclencher collectivement quelque chose. Et si, par exemple, l'État dérembourse l'homéopathie, ça peut être aussi un élément déclencheur. Donc on va voir dans le temps, puisqu'il y a toute une controverse en France sur ces questions-là, on va voir dans le temps si ça a de l'influence. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention.
Moi, je voulais poser une question. Est-ce que la distinction, est-ce qu'elle est bien claire pour les gens entre les sciences et les innovations technologiques? Parce que pour moi, c'est très différent. Par exemple, quand il y a, est-ce que vous pensez que la science a plus de bien que de mal? Mais du coup, pour les gens, c'est la science en général ou c'est les applications de la science? Oui, sur cette question-là, c'est clairement, pensez-vous que les apports, il s'agit des apports de la science. Donc ce n'est pas la science en tant que telle, mais bien les apports de la science. Et donc on est plutôt sur la question des usages, des produits ou des applications dérivées, on pourrait dire quelque part ce qui relève du processus de recherche, développement et innovation, qui est plus ce versant, en quelque sorte, de production. Et donc, ce jugement qu'on porte dans la durée, effectivement, il est plutôt saisi sur cette question-là, sur ce pan des applications. Par contre, moi, je trouve que donc, il y a effectivement cette frontière entre ce qui relève de la science et ses applications, et puis il y a aussi la frontière qui n'est pas toujours très nette, et pas toujours très claire, y compris chez les chercheurs, sur ce qui relève de la science et de la technique. Parce qu'il est certain qu'on a des secteurs de recherche qui sont parfois hyper technologiques. Faire aujourd'hui, par exemple, travailler sur les questions de séquençage, c'est nécessairement un domaine qui est extrêmement intensif en termes de technologie, qui implique des dimensions extrêmement coûteuses du point de vue des instruments. On a une sorte de domaine dans lequel finalement ces frontières sont complètement brouillées et on a des acteurs qui se déplacent avec leur technologie de secteur de recherche en secteur de recherche. Donc je dirais qu'effectivement, sur un certain nombre de pans, ces frontières sont brouillées. Mais sur les questions, quand on teste ces questions, et là on a repris vraiment une formulation qui date des années 70, on ne teste pas finalement quelle est la réalité quelle est la réalité, par exemple, du processus de recherche, quelle est la réalité des innovations. On teste, en quelque sorte, on essaie de trouver une formule qui puisse faire écho, être perçue de façon simple par les enquêtés, qui n'ait pas d'ambiguïté. Et qui permettent quelque part de projeter, qui permettent en tout cas de donner une réponse qui soit une réponse claire et univoque. J'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec, je présentais une partie du rapport devant le directeur, le PDG, on peut dire même du CNRS, qui me faisait remarquer qu'on testait par exemple un renversement d'opinion sur le rapport entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et il est clair que pendant un temps, la population française soutenait majoritairement la recherche fondamentale. Et on voit qu'avec la période Covid, on a un renversement d'opinion, on a une majorité. Et là, effectivement, Antoine Petit me fait remarquer, mais au final, cette distinction était une distinction très artificielle. On pourrait imaginer effectivement qu'une recherche appliquée, fondamentalement, ne soit jamais qu'une dérivée d'une recherche fondamentale. Et c'est évident que le vaccin ARN est dérivé d'une recherche sur le temps long, qui est une recherche fondamentale. Mais là encore, la question qu'on pose n'est pas une question sur l'essence ou sur la dynamique propre de la recherche, mais plus sur les représentations et la façon dont l'opinion perçoit finalement ces variétés de types de régimes d'activité. Voilà, donc tu as raison, effectivement, ici on est bien d'abord sur la question des usages, plus que sur la science en tant que telle. On voit comme quoi le niveau d'éducation générale augmente, mais que le niveau de connaissance générale sur la science diminue. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse par rapport à ces... Oui. Oui, il y a effectivement des éléments de réponse. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur ce point. On est sur une population qui est globalement dans un process de montée du niveau d'éducation. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans l'ensemble des pays développés. Il est évident que la population française des années 70 est différente de la population française des années 2000-2020. Et c'est totalement absurde d'imaginer que notre population soit une population qui soit vide ou qui n'ait aucune base en termes de culture scientifique. Donc la question qui se pose, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on observe ? Et qu'est-ce qu'on observe ? Moi, j'ai utilisé le terme de fragilisation. Pourquoi ? Parce que ce qu'on observe dans nos enquêtes, c'est une montée en puissance, en tout cas sur les 2 dernières séries, des gens qui ne répondent pas. C'est-à-dire que, quelque part, on a une distribution qui se fait un petit peu différemment entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas, et surtout, on a une part plus importante par les personnes qui ne répondent pas à nos enquêtes. Et donc là-dessus, d'où effectivement un déséquilibre en fait, qui s'opère entre ces différentes modalités de réponse. Donc après, pourquoi est-ce qu'on a cette fragilisation de la culture scientifique ? Alors là-dessus, il y a plein d'hypothèses qui tournent. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de foire d'empoigne sur les hypothèses, pour les raisons pour lesquelles
on aurait cette fragilisation. Alors il y a un truc qui est extrêmement récurrent, c'est par exemple, écoutez, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font fondamentalement, comment ils s'informent, ils vont regarder sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le lieu de la désinformation. Donc on ne fait que finalement toucher du doigt ce qui va être la suite, c'est-à-dire en gros une génération complète qui sera désinformée et qui ne va pas maîtriser les savoirs fondamentaux. À mon sens, c'est un peu idiot, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas de rapport simple aux réseaux sociaux. Ce qui est évident, c'est que la façon dont les populations les plus jeunes s'informent, vont chercher l'information, est assez différente. On a fait beaucoup d'entretiens avec les chercheurs, qu'on ne peut pas soupçonner, qu'on pourrait dire, d'être incultes d'un point de vue scientifique, donc, sauf à vraiment pousser vraiment très très loin le bouchon, hein, mais on a fait beaucoup d'entretiens avec les chercheurs, des jeunes chercheurs notamment, pour essayer justement de saisir quel était l'impact de la crise Covid sur leur activité, et on a parfois, assez fréquemment, on leur a demandé comment ils s'informent, comment ils faisaient pour s'informer sur l'actualité en général ou l'actualité scientifique. Et c'est assez frappant de voir effectivement qu'il y a un usage très particulier des réseaux. Donc on a beaucoup d'enquêtés qui nous disaient, mais moi si je m'informe, je ne vais pas lire le journal, ça ne m'intéresse pas, c'est trop long, ça prend trop de temps, je ne regarde pas la télé, de toute façon j'ai abandonné la télé depuis longtemps. Par contre, je vais regarder sur YouTube, et lui là, il me fait une petite capsule de 3 minutes, c'est top. 3 minutes, j'ai tout ce que je veux, pendant 3 minutes, il me fait une information, voilà. Et c'est quelque part, donc on a une transformation à la fois des formes de diffusion de l'information scientifique, de l'information en général, et une forme d'appropriation qui est également différente. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dire que les réseaux sociaux ne sont qu'un lieu d'information et d'enchantement pour tout le monde. Il y a clairement un problème sur un certain nombre de pans des usages des réseaux sociaux, mais il faut abandonner ce versant un petit peu simpliste. Après, pourquoi c'est fragile, et je reviens sur ce que je disais en introduction sur il suffit d'aller ailleurs, il suffit de vivre ailleurs pour voir que la question de la pédagogie scientifique peut être saisie de façon complètement différente. C'est-à-dire que peut-être qu'en France, peut-être que dans beaucoup de pays, on a des questions à se poser en termes de pédagogie scientifique. Moi, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis et j'ai vu effectivement qu'on pouvait avoir des pédagogies qui étaient complètement différentes. Donc peut-être qu'on est arrivé à la fin d'un modèle en termes de pédagogie scientifique et qu'il faut essayer de repenser aussi un petit peu les modèles de diffusion et de transmission des savoirs scientifiques dans le cadre de l'institution et du système éducatif. Donc il y a plein de raisons qu'on peut là-dessus. Il suffit d'ouvrir un journal pour voir les hypothèses et piocher les hypothèses. Savoir quelle est la bonne, par contre, ça c'est plus compliqué. Et là, j'ai pas la réponse. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question liée à l'utilisation des réseaux sociaux comme source pour l'analyse des représentations de la science ou d'autres sujets. Vous avez commencé par rappeler la définition de représentation que propose Serge Moscovici. C'est en effet une façon de comprendre les représentations sociales et de prendre en compte les contradictions internes à ces représentations. La polyphasie cognitive montre qu'au niveau des représentations partagées, il est possible de reconnaître une sorte de rationalité multiple. Mais cette polyphasie devient visible, par exemple, en opposant les pratiques au discours. Et je me demande comment on peut aller au-delà d'une analyse exclusivement discursive, analysant les réseaux sociaux. Ou pour le dire autrement, est-il possible de préserver la complexité méthodologique On n'a pas eu la fin de la question, mais on imagine que c'est la complexité méthodologique. Alors, je vais répondre. Effectivement, c'est un point effectivement intéressant. Il y a 2 points qui sont extrêmement intéressants dans ce que vous soulignez. Il y a d'un côté, effectivement, cette idée de la complexité des représentations et le fait, effectivement, qu'on n'a pas postulé le fait qu'il puisse y avoir une cohérence, mais en réalité qu'il puisse y avoir plusieurs voix qui se font entendre, qui sont parfois dans des situations de dissonance ou qui sont parfois dans des situations de tension. Et parfois, moi j'utilise effectivement beaucoup la notion mertonienne d'ambivalence, qui est une façon de rappeler que voilà, on a des tensions qui peuvent être des tensions en valeur dans des attitudes, dans des opinions ou des représentations. Donc ça, c'était effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Le problème qu'on a, peut-être que pour venir vers la dimension des pratiques, alors il y a un certain nombre bien sûr de questions qui sont posées sur les usages, sur les pratiques dans ce type de questions, mais quelque part, je pense que si on voulait creuser cette piste-là,
De même que si on devait creuser, par exemple, la question des conspirations ou la question des usages des réseaux sociaux, en fait, notre panel n'est pas un panel à ce stade qui est vraiment adapté pour faire ça. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de sortir, à mon sens, de ces panels généralistes et peut-être de se centrer sur une sous-population en particulier qui soit précisément extrêmement impliquée du point de vue de ces usages pour essayer précisément d'en restituer la richesse. J'ai eu ce retour-là, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, en présentant une partie de l'enquête devant des inspecteurs d'académie qui étaient spécialisés dans la question de l'enseignement technique, qui eux s'intéressaient beaucoup à ces questions-là, mais qui du coup ne retrouvaient pas leur panel, ne retrouvaient pas leurs lycéens, tout simplement parce que nous, notre population, elle commence à 18 ans. Et donc on devrait s'intéresser à un panel plus jeune, potentiellement, si c'était possible. Il faudrait effectivement pouvoir également accompagner, alors là il y a eu une trentaine d'entretiens qui ont été montés en amont du questionnaire, mais il faudrait bien sûr également accompagner cette phase de recueil quantitatif par tout un travail également un petit peu plus qualitatif qui nous permettrait de restituer un petit peu ce qui peut faire la richesse de ces tensions et de cette polyphonie effectivement qu'on peut retrouver dans les attitudes. Donc vos remarques me paraissent tout à fait légitimes, mais je dirais que d'un côté effectivement nous on n'est pas l'outil le plus adapté pour faire ça. À ce stade, je pense qu'effectivement qu'on a un certain nombre de collègues qui travaillent sur ces questions-là, donc il faudra aller regarder un petit peu ceux qui ont avancé. Merci bien. Est-ce que du coup vous avez encore des questions, monsieur ? Oui, vous avez parlé tellement vite que je suis encore en train de décrypter la première phrase de votre exposé. Alors, je vais devoir formuler mes questions en langage un peu enfantin. D'abord, il y a un point que vous venez d'aborder, c'est l'école. On a l'impression que le public et la science, c'est uniquement, ça passe par les médias. Tout citoyen, et maintenant en Suisse même pendant 15 ans, ici à Genève, l'école est obligatoire de 5 à 18 ans. C'est-à-dire, tous les citoyens passent 1 à 2 décennies à l'école, on n'a pas l'impression que ça laisse beaucoup de traces, ni dans leur tête, ni dans celle des sociologues. Et il y a aussi, la science est aussi très présente par les musées, en particulier à Paris. Donc, comment se fait-il qu'on ne pense plus du tout à ça quand on parle de la science et du public, on ne pense plus qu'aux médias? Ça, c'est une des perplexités qui me reste. Et puis, toujours un peu sur ce fil de M. Jourdain, tout le monde fait beaucoup de science sans le savoir. Au bureau, avec l'ordinateur, en prenant le métro ou l'avion, avec son téléphone, en regardant la télévision. Et ça aussi, ça n'entre pas dans la discussion sur le rapport entre le public et la science. Et puis, mais c'est pas du tout une critique, hein, c'est pour essayer de trouver un point d'entrée dans la discussion qui est passionnante, et j'ai trouvé très intéressant tout ce que vous avez dit. Et puis il y a aussi cette éternelle question de la science perçue comme la beauté des abstractions ou comme les applications. Là, depuis le début de l'aventure scientifique, il y a un zigzag permanent qui mériterait d'être mieux analysé, parce qu'il y a une époque où la science, c'était la lunette de Galilée, ou bien c'était la saga du Big Bang, ou bien c'était le darwinisme, ou la découverte des gènes, ou de l'atome. Ça excitait surtout l'imaginaire presque poétique du public. Et puis il y a des époques où ça a été la micro-informatique, le TGV, le premier homme sur la Lune, etc. Et tout ça mériterait une conférence entière ou un séminaire que je me réjouis de suivre si c'est vous qui l'animez. Voilà. Donc c'est un peu toutes ces questions que je ne sais pas très bien comment formuler, mais qui... Oui, mais merci beaucoup pour ces 3 questions. Je vais peut-être commencer par la première, qui était sur la question de l'éducation. Il est évident que cette question de l'éducation des sciences
la pédagogie des sciences est une question critique. Mais simplement, notre outil, celui qu'on utilise là, n'est pas l'outil adapté pour pouvoir faire ce travail de mesure sur les questions de la pédagogie. C'est ce que j'explique souvent. C'est-à-dire que nous, on ne mesure pas les effets de la pédagogie, on ne mesure pas, on n'analyse pas la pédagogie des sciences en France. On essaye simplement, effectivement, de porter un discours sur l'état des représentations autour d'un certain nombre d'objets. Et après, on fait par inférence une réflexion sur, finalement, le rapport à l'éducation, à la variable éducative. Mais bien entendu, on n'a pas les outils, on n'est pas en situation d'aller voir, effectivement, finalement, quelles sont les transformations des filières éducatives, des choix scolaires, des structures, également la transformation des structures d'enseignement et des choix d'enseignement. C'est-à-dire qu'il est évident, par exemple, en France, en tout cas récemment, on a eu des réformes très, très nettes sur la place des mathématiques, sur la place de la physique, et tout ça est en voie de refonte en permanence. Quasiment tous les ans, il y a un rééquilibrage qui s'opère. Donc tout ça aura des effets, mais on n'est pas en mesure de le mesurer à ce stade. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a des questions à se poser sur l'efficacité de la pédagogie des sciences. Et je pense que c'est une question, en tout cas c'est une formulation à minima, on ne prend pas beaucoup de risques quand on dit ça. Et bien entendu, il ne s'agit pas du tout de dire que la culture scientifique, c'est simplement des mesures. J'ai insisté, peut-être trop rapidement, mais j'ai insisté tout de même sur le fait que cette mesure, par simplement des énoncés qualifiés de vrais ou faux, était une mesure extrêmement limitée. Et bien entendu, c'est une mesure parmi d'autres. On mesure, comme vous le savez, ou vous le savez pas, mais dans les grandes enquêtes, on mesure toujours les pratiques, effectivement, de visite de musées, de lecture. Est-ce que vous discutez avec vos amis de sciences? Est-ce que vous, par exemple, vous allez vous mobiliser sur des enjeux scientifiques comme le climat et ce que vous allez manifester? Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur la variété des mesures. On mesure bien sûr de la connaissance, mais on mesure de l'intérêt, on mesure des formes d'engagement et des formes d'évaluation. Donc, si vous cherchez ces éléments dans ces enquêtes, vous allez les trouver. Et il existe par ailleurs des enquêtes qui sont des enquêtes valeurs ou des enquêtes de culture dans lesquelles il y a une composante de culture scientifique qui va précisément centrer, par exemple, sur la question de visite des musées et la façon dont la question dont on se déplace, dont on s'informe à l'intérieur d'un musée, tout ça est renseigné. Donc, je pense que les sciences sociales font leur travail par rapport à ça. Peut-être que je ne suis pas là pour faire le bilan global de ce domaine de recherche, mais vous parlez d'une enquête spécifique, mais je pense que si vous regardez un petit peu le détail, vous retrouvez un petit peu les choses par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier plan, je dirais, sur l'éducation scientifique, sur la culture. Après, sur la question de l'imaginaire, sur est-ce qu'il y a des choses qui focalisent l'attention, c'est-à-dire que chaque période est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, il y a un événement qui va être un événement marquant autour duquel tout le monde va finalement se capter l'attention et qui va être une sorte de marqueur pour l'opinion en général. Il est évident, par exemple, aujourd'hui qu'en France, en tout cas, il y a un travail de fond qui est mené, par exemple, au niveau des vols spatiaux autour de Pesquet. Donc il y a une opération de communication qui est très très forte en France depuis plusieurs années. Il est parfait en tant que vecteur de communication, en termes de vecteur de médias, mais ça montre aussi quoi? Ça montre l'inquiétude potentiellement des institutions qui sont derrière tous ces vols spatiaux. Pourquoi? Parce que précisément quand on demande aux Français quel est le domaine sur lequel on pourrait commencer à diminuer le financement, c'est précisément le vol spatial. Et donc, et c'est un des rares domaines qui est un domaine extrêmement fragile du point de vue justement de la légitimité du niveau de financement. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a un effet, on veut raconter une belle histoire, on veut quelqu'un qui soit très efficace du point de vue de sa com par rapport à ça, il l'est, il n'y a pas à dire, et on investit à fond en termes de communication par rapport à ce domaine, parce qu'il y a des enjeux, bien sûr, qui ne sont pas des enjeux simplement d'image, mais qui sont véritablement des enjeux quasi industriels derrière, quoi. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, il y a des éléments qui vont cristalliser quelque part à la fois ces enjeux d'image et d'investissement. Il faut en même temps en faire un usage très, avec un petit peu de recul, parce qu'effectivement, ce sont des images, et des images qui captent l'attention, et on voit bien que derrière ça, il y a effectivement tout un travail d'alignement d'intérêts qui se fait au niveau recherche, mais également industriel. Merci bien. Alors, une dernière question de Marc. À toi, Marc. Alors, merci pour cette conférence. Effectivement, en mode TGV, je ne sais pas si c'est les Suisses qui sont prudents, mais c'était rapide, et puis en même temps avec un flux de données qui n'était pas facile à avaler. Je voulais revenir un peu sur la question sciences-société, avec en arrière-fond, moi je reviens de l'histoire des sciences et de l'épistémologie, et avec en arrière-fond les définitions de Piaget
du sujet épistémique, c'est-à-dire cet ensemble de connaissances d'une communauté qui se trouve au même niveau et qui donc, que ce soit les physiciens, peuvent partager le savoir parce qu'ils ont un ensemble d'opérations, de sources cognitives, etc. À partir de là, ce que je me suis demandé, c'est est-ce qu'il existe quelque chose, je connais bien sûr la sociologie de la traduction, j'imagine qu'il y a d'autres formes de sociologie des sciences qui font de l'enquête dans le laboratoire, etc. Mais est-ce qu'il existe des enquêtes du type de celles que vous faites, donc avec toute cette robustesse statistique, de questionnaire, etc., et méthodologique, qui portent sur les scientifiques eux-mêmes et qui pourraient, par exemple, dérouter les clichés comme quoi les scientifiques sont des ignorants ou les conforter, je ne sais pas, et qui pourraient ensuite être mis en relation avec la représentation de la science par les Français que vous nous avez montré dans votre conférence. Donc pour peut-être voir un peu, évidemment la science c'est dans la société, mais les scientifiques ils ont cette capacité de fermer la porte de l'intérieur. Et ça c'est quelque chose que peut-être on ne peut pas faire partout. Oui, très rapidement, j'ai mentionné le fait qu'on avait une enquête en cours sur justement sur la population des chercheurs qui précisément adoptent le même type de dispositif, mais sur des enjeux qui sont des enjeux liés à la crise Covid. Et donc, quelle sera effectivement l'influence de la crise Covid sur l'éthique de recherche, l'éthique, également l'intégrité scientifique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement le même type de dispositif peut être porté sur la population scientifique. D'une façon générale, je dirais qu'il y a une enquête qui a été faite en 2007 dans le cadre du CNRS qui a porté sur ce qu'on appelle la responsabilité sociale des scientifiques. Et dans cette enquête, sur un panel d'à peu près 3000 personnes, 3000 chercheurs, qui étaient représentés l'ensemble des statuts des corps du CNRS, on avait retrouvé des questions, on avait inséré des questions qui avaient été posées à une population générale, pour faire précisément ce travail de jonction. Et pourquoi? Parce qu'il y avait, là encore, pour revenir sur des questions qui sont des questions classiques, il y a effectivement cette idée qu'il y a une forme de défiance, et donc notamment sur les questions d'innovation technologique, sur les biotechnologies, et donc la question qui était posée, c'était est-ce qu'on va retrouver quelque chose finalement d'assez différent dans une population scientifique? Si on garde la même question, que se passe-t-il? Et notamment, par exemple, sur le fait on avait posé la question de savoir si les scientifiques considéraient comme légitime qu'il puisse y avoir des mobilisations contre les OGM. Est-ce qu'ils considéraient comme légitime qu'il puisse également y avoir du fauchage de plans expérimentaux? Bref, tester différents degrés, possibilités d'affinité avec des mobilisations qui seraient critiques par rapport à un certain nombre d'innovations technologiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que le CNRS n'a pas beaucoup communiqué sur cette étude, pour une raison un peu étrange, mais qu'on arrive à comprendre, c'est qu'il n'y a pas véritablement de coupure entre la communauté scientifique et, en tout cas, les attitudes, les opinions des chercheurs et l'environnement. C'est-à-dire qu'on avait 80% du panel de chercheurs qui considéraient comme légitime qu'on puisse se mobiliser, par exemple, contre les OGM. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté par rapport à ça, et ça c'est clairement pas un résultat attendu. On pensait au contraire qu'effectivement que la population enquêtée étant par principe éduquée du point de vue scientifique, elle serait plutôt dans une posture positive par rapport à ça. Par contre, il est évident que la réponse sur le fauchage des plans expérimentaux là est complètement différente. C'est-à-dire que là on a une toute petite partie de la population, peut-être 20% maximum de la population, qui considérait comme légitime qu'on puisse faire ce type de choses. Donc ça existe, c'est assez minoritaire. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de travaux d'études des sciences ont privilégié des approches plutôt micro, plutôt qualitatives, pour des raisons historiques. Hein. Et ça renvoie aussi à ce que je disais en introduction sur la singularité de ce type d'approche venue des sciences politiques, transportée sur l'étude des sciences, là où les travaux finalement des Latour, des Calon-Latour, mais tous ceux qui ont travaillé également dans cette perspective, finalement se sont centrés sur des micro-sociologies, sans vraiment chercher un niveau méso qui pourrait être saisi d'un point de vue statistique. Voilà. Donc, et par ailleurs, il existe en France, comme vous le savez, toute une critique très instruite par Bourdieu sur la sociologie de l'opinion, et donc faire ce travail-là dans les années 70, c'était très compliqué. Le faire aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous. À très bientôt.